La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Hello tout le monde! Alors j'ai une petite question pour commencer, est-ce que la ganache vous connaissez? Alors au premier abord, j'imagine que vous allez tous me dire oui, mais je peux vous assurer que après avoir écouté cet épisode, vous allez vraiment apprendre plein de petites choses sur la ganache. Et pourquoi? Eh bien parce que dans cet épisode, un peu inédit, on a rencontré les deux fondateurs de Neo Cacao. Alors pour le moment, Neo Cacao, ça se représente sous la forme d'un livre, dont vous allez en savoir plus, et ces deux fondateurs, c'est Berry Farah et Wilfried Howell. Et du coup, toi Clémence, j'imagine que tu as dû apprendre quand même 2-3 choses aussi. Mais oui, moi j'ai appris plein de choses parce que pour moi la ganache c'était tout simplement une émulsion de crème et de chocolat. Je pensais pas suspension, particules, dispersion. Et en fait on a décortiqué tout ça dans l'épisode, mais bien sûr surtout dans le livre. Alors un grand merci à Neo Cacao grâce à qui cet épisode a été rendu possible. Et puis surtout on est ravis de mettre toute cette recherche technologique en valeur. Et puis ça donne une autre idée de la pâtisserie. La pâtisserie c'est de la technologie, c'est de la chimie et il est bon d'en apprendre un peu plus. Bah ouais, tout à fait. Un épisode très scientifique mais très agréable à écouter. Mais on vous laisse écouter maintenant. Allez. Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un podcast très international. Car là, vous allez l'entendre, on est en distanciel, forcément. Parce que nous, du coup, on enregistre depuis la France, la capitale française Paris. On a quelqu'un qui est en Russie et un autre à Montréal. Donc là, on est un peu autour du monde. Et je vais laisser je vais laisser plutôt nos invités se présenter. Berry Farah, qui est du coup à Montréal, dans un premier temps, va vous laisser vous présenter. Et ensuite, on va parler un peu du sujet de fond qui sera votre œuvre commune à tous les deux. Avec Neo Cacao, avec Wilfried. du coup Wilfried Howell. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai commencé dans le milieu de la pâtisserie il y a un certain temps, mais surtout dans la rédaction il y a 10 ans, où j'ai sorti mon premier livre de pâtisserie pour essayer d'expliquer le comment du pourquoi de la pâtisserie. Et donc, ça a eu un certain succès. Et à partir de là, j'ai écrit beaucoup d'autres livres, j'ai fait beaucoup d'autres rencontres, dont d'autres collaborations sur un livre qui s'appelait Jeux de texture avec un professeur de l'école Le Nôtre à cette époque. Puis j'ai écrit aussi des livres sur l'histoire de la pâtisserie, jusqu'à que je donne une conférence ici à Montréal chez Cacao Barry. Et c'est là où j'ai rencontré Wilfried et on a écrit ensemble Neo Cacao. Bon, Ok. super, la transition est toute faite. Wilfried, qui es-tu? Alors bonjour, donc, je m'appelle Wilfried Howell et je suis le responsable de la Chocolate Academy basée à Moscou en Russie. Et je suis là-bas depuis une dizaine d'années quand la compagnie a décidé d'ouvrir son marché en Russie et d'ouvrir des usines pour les marques Cacao Barry, Calbo et Karma. Avant ça, j'étais enseignant dans une chambre des métiers de l'artisanat de la Moselle dans notre beau pays, la France. D'accord. Donc l'apprentissage et la transmission, c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis un petit moment maintenant. Et du coup, maintenant, donc on a compris vos parcours. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre rencontre qui a eu lieu du coup À Montréal. à Montréal lors d'un atelier? Mais qu'est-ce qui a fait, comment est-ce qu'il est abouti ce projet de Neo Cacao finalement? Et puis surtout, qu'est-ce que c'est au final? Alors je vais peut-être commencer. C'est tout simplement déjà parce que, comme vous avez dit, je suis formateur et démonstrateur maintenant. Et quand je travaille avec différentes entreprises, j'ai souvent des questions, il m'est venu souvent des questions sur la conservation des ganaches, sur quelle est vraiment la bonne technique pour faire une ganache, des choses comme ça. Et bien sûr, comme tout le monde, j'avais finalement un discours déjà tout fait sur finalement des expériences qui étaient tirées d'anciens livres qu'on transmettait aux gens, sans forcément donner de vraies résolutions de problèmes chiffrées, calculables qu'on pouvait pour leur répondre à leurs questions. Et c'est là où donc ça me tournait autour dans l'esprit, comment essayer de développer et de
de faire des recherches encore plus poussées là-dessus. Finalement, c'est le jour, comme Berry a dit, le jour où on s'est rencontrés à Montréal, je lui ai posé la question parce que je voyais tout de suite qu'il avait un esprit critique et un esprit d'ouverture sur des choses qu'on finalement on n'avait pas l'habitude de penser nous en tant qu'artisans. Et c'est comme ça qu'on a commencé nos premières conversations et puis à réussir à faire ce livre-là. Oui, parce que Berry, en effet, toi, tu t'es vraiment concentré sur la technologie et toute la chimie de la pâtisserie pour un peu reprendre toutes ces choses qui sont transmises de génération en génération et qu'on n'interroge même plus. Et toi, t'as un peu entrepris de décortiquer et de tout remettre à plat du point de vue vraiment scientifique. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est comme ça que tout a démarré. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours posé la question pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de réponse, ou on avait des réponses toutes faites et qui parfois ne correspondaient pas vraiment à quelque chose de scientifiquement démontrable. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à tout décortiquer la pâtisserie et apporter aussi une vision technologique, mais c'est-à-dire parce que la science nous explique des choses, mais ensuite, il faut pouvoir le mettre dans le contexte de la pâtisserie, qui est encore autre chose, et comprendre comment ça s'applique dans le contexte de la pâtisserie et pourquoi ça devrait se faire d'une telle manière. Et parfois, il y a des contradictions aussi. Donc, c'est de mettre en lumière un peu tout ça et d'apporter un nouveau éclairage. Et quand j'étais la présentation chez Barry qui m'a été demandée d'être faite, c'était une présentation qui, suite à mes livres, d'expliquer un peu ma démarche, etc. Et c'est comme ça que ensuite Wilfried est venu me voir. Et juste quand tu parles de contradiction, est-ce que tu parles de contradiction entre ce que tu trouves avec cette approche scientifique et la mise en place par les artisans, c'est ça ? Oui, alors il y a deux points de vue. Par exemple, il y a des réalités scientifiques, mais que dans la réalité de la pâtisserie, etc., on ne peut pas forcément, ça ne peut pas se transposer exactement. Donc, il peut y avoir des manières de faire ou des façons d'expliquer qui ont une explication scientifique, mais qui ne sont pas appliquées telles que la science nous l'a montré et qu'il faut transformer pour pouvoir l'adapter au milieu de la pâtisserie et que ça corresponde à la manière dont les pâtissiers vont devoir le faire. Et bien entendu, ça va en contradiction souvent à ce que nous dit la pâtisserie. Je donne un seul exemple pour que ça soit plus imagé. Par exemple, le beurre dans la brioche. Tout le monde dit que le beurre empêche le gluten de se former et donc il faut toujours mettre le beurre à la fin pour permettre à la pâte de se former. Mais en fait, scientifiquement, ce n'est pas vrai. Pourtant, il y a même des scientifiques qui continuent à l'affirmer, mais quand on voit au microscope électronique, on se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait vrai. Et puis, beaucoup de tests qui ont été faits en sciences montrent que c'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a toujours cette contradiction. Et il faut dire que tout ce domaine-là, même s'il y a beaucoup de recherches qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui restent encore inconnues. Ouais. Et qui restent des questionnements, des hésitations, etc. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on voit, en effet, quand on voit le livre et qu'on l'ouvre, que en fait, vous arrivez à faire des déductions de texture, de conservation, etc., en regardant, en fait, limite les molécules qui composent, qui sont ou en dominance ou un peu moins présentes, en fonction de la façon de faire, du coup, les ganaches, vu que c'est quand même le principal sujet du livre, en fonction de la réalisation de la ganache, que ce soit, du coup, avec du chocolat fondu, chocolat haché, crème chaude, crème à ébullition, crème à 80 degrés, en fonction des températures, des ustensiles. Ouais, même de la façon, en effet, de l'ustensile utilisé, on voit que vous arrivez à déduire, en fonction des molécules un peu, si je ne trompe pas, la texture ou la conservation qu'elle peut avoir, ou le goût même. En fait, ça a été difficile parce qu'en fait, on a essayé, oui, de voir que effectivement chaque façon de faire, chaque manière de réaliser la ganache, chaque méthode pouvait avoir une influence. Alors, on a essayé de le démontrer du mieux qu'on pouvait avec les moyens que nous avions pour arriver au plus près de la réalité. Et bien entendu, on voit bien que la ganache est un sujet très passionnant et qui va susciter sans doute beaucoup de recherches dans le futur, puisqu'il y a eu déjà des études scientifiques qui ont été faites sur la ganache. Est-ce qu'on peut commencer par une petite définition de la ganache ? Wilfried ? Alors traditionnellement, on dit que la ganache, on la compare souvent à une mayonnaise en disant que c'est une émulsion sur un mélange d'eau et de crème, voire de purée de fruits ou de choses comme ça. C'est ce que on avait comme dans l'idée quand on a démarré finalement le livre et nos tests. Finalement, avec notre travail, on a pu savoir que c'était pas tout à fait le cas, ou en tout cas, il fallait au moins diviser le mot ganache en deux parties. La ganache de pâtissier
et la ganache de chocolatier, Ah. qui est en fait deux produits complètement différents, dû à la proportion d'eau qui est contenue dans le produit. Et le phénomène qui se passe pendant le mélange, finalement, donne un résultat différent. Donc, sans vraiment dévoiler tout le livre, on a pu donc expliquer que finalement, on pourrait comparer, pour nous, en chocolaterie, la ganache, et plutôt essayer d'avoir une bonne dispersion des matières qui est contenue dans la ganache, une bonne dispersion, avec une bonne dimension de toutes les molécules, que quand on puisse goûter un bonbon de chocolat, on se retrouve pas avec une grosse quantité de matière grasse, puis après on essaye d'avoir une petite quantité de matière sèche, et après une grosse quantité de matière sèche, on est quelque chose d'assez homogène. Et donc ça nous a demandé justement donc de voir les différentes recettes de ganache, les différentes techniques, les différentes températures, voir finalement quelle est la meilleure, parce que chaque compagnie, chaque artisan a à peu près sa technique. Il arrive même que certains artisans ont plusieurs techniques de ganache d'une seule entreprise, parce qu'ils ont récupéré des recettes. Une fois c'était un mélange à 30, l'autre c'était un mélange à 32. Et donc on a essayé d'imaginer finalement, après avoir vu les résultats des ganaches traditionnelles, quelle serait la meilleure ganache qui a finalement une bonne dispersion, une bonne conservation, une façon artisanale toujours de pouvoir la mélanger, pas industrielle. Et puis juste pour rebondir sur le fait des rapports scientifiques qui peuvent se passer sur la ganache, il faut imaginer que les recherches sont faites par des gens qui ont un but commercial derrière. Mm-hmm. Et donc forcément, ils s'arrêtent pas sur tous les points indispensables pour l'artisan. C'est juste une réponse à une question pour une problématique industrielle. Nous, on a essayé de voir plus loin, essayer de voir tout le rapport de la ganache, mais sur tous ces aspects pour l'artisan, et essayer de développer ça au maximum. Ouais, en fait, vous avez voulu limite travailler dans le sens inverse que peuvent avoir des grosses structures commerciales, c'est-à-dire qu'elles ont des procédés et des recettes qui vendent, mais vous, plutôt, vous avez voulu voir ça en mode comment est-ce que l'artisan souhaite son produit, et en fonction de ça, réfléchir au process pour l'obtenir. Oui, en fait, c'est qu'on se rend compte, parce qu'il y a eu toujours une confusion, une espèce de rapport très proche entre le monde de l'industrie et le monde de l'artisanat. Et donc, l'industrie a beaucoup influencé l'artisanat sur ses méthodes, sur la manière de fonctionner, et ça, que ce soit en pâtisserie, en glacerie, en chocolaterie, etc. Et dans l'approche que j'ai eue et que nous avons eue pour ce livre-là, c'est essayer de détacher ces deux mondes et faire que l'artisanat puisse développer ses propres méthodes, ses propres points de vue, ses propres analyses pour apporter quelque chose de différent et qui permettra de distinguer et avoir des produits qui lui ressemblent vraiment et où la qualité et où le goût est mis en avant, et en même temps aussi la praticité pour les artisans, que ça corresponde à leur manière de fonctionner et de travailler. Oui, exactement. En fait, tout se passe comme si on se demandait vraiment, indépendamment des matières premières dont je dispose, quel est le produit que je souhaite obtenir. À partir de là, je vais devoir comprendre le produit, comprendre exactement la composition du chocolat et pas adopter des mélanges tout faits, pour ensuite pouvoir choisir mes matières premières en fonction. C'est comme si vous arriviez pour combler un peu ce maillon manquant. En fait, c'est ça. Quand un chocolatier va créer une recette, il va acheter du chocolat, il va se baser à partir de ce chocolat pour créer une recette. Il va devoir donc formuler sa recette en rajoutant d'autres sucres plus ou moins discutables pour pouvoir avoir le résultat qu'il souhaite. Nous, on s'est dit, au lieu de partir sur un produit standard déjà, on va dire, formulé avec un taux de pourcentage de beurre de cacao, de sucre qui est déjà stable, pourquoi pas voir le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a une problématique, la problématique du chocolatier, et on a remonté finalement la recette jusqu'à se dire que peut-être que ce qui ne va pas, c'est les produits de base eux-mêmes, et qu'il faudrait peut-être retravailler et changer les produits de base pour avoir finalement le résultat qu'on souhaite. Mais c'est une révolution. Quand même. C'est une nouvelle vision du monde du chocolat. Ouais, parce qu'en gros, ce qu'on est limite en train de dire, c'est que la ganache la plus commune crème sur chocolat, c'est peut-être pas forcément la meilleure finalement en termes de texture et de goût. Alors, je vais juste relever ça. On n'a pas défini la ganache par rapport au goût et à la texture, parce que ça, c'est quelque chose d'assez personnel à tous les chocolatiers. Nous, on a essayé plutôt de voir la ganache plutôt sous son côté technique, structurel, de façon à mieux comprendre pourquoi finalement une ganache qui, soi-disant, peut-être que d'une durée de vie de 1 mois, finalement rétrécit
dans l'intérieur du bonbon commence à finalement perdre son eau, de la condensation, avoir de la démoisissure, sachant que finalement, selon la formulation, qui est encore discutable, on en parle dans le livre, que finalement on n'a pas le produit et donc des problèmes dans la fabrication chez l'artisan. Vendre un bonbon qui a des moisissures à l'intérieur, c'est quelque chose qui est impensable à l'artisan, mais ce qui arrive, Si on peut ce qui arrive éviter, souvent. c'est Et mieux. comme ça, on essaie de le maîtriser. Totalement. Berry? Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, c'est que la texture est très importante. On l'oublie souvent. On pense toujours au goût, à comment réaliser le produit. On oublie la texture. Et la texture, c'est le cœur dans toute la pâtisserie. Et c'est ce qui est oublié. Et on oublie aussi que la texture définit le goût. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre pour l'exemple pour une gelée. Plus une gelée est solide, plus elle aura moins de goût. C'est vrai. Donc, plus c'est gélifié, plus il y aura moins les saveurs vont moins s'exprimer. Par exemple, la manière, dont on va ajouter le sucre, etc., par exemple, dans un biscuit ou dans un cake, etc., peut faire qu'il va s'exprimer mieux ou moins bien et va avoir une influence sur la texture du produit. Et donc, toute la manière dont les ingrédients vont interagir et comment le produit va se construire va influencer non seulement la texture, la structure, mais aussi la texture. Et cette influence de la texture va faire qu'en sorte qu'on va percevoir les choses différemment. Alors, à titre d'exemple, pour la ganache, si on fait une ganache au lait, à la crème, ou moitié lait, moitié crème, et qu'on les fait goûter à l'aveugle, vous allez voir que la manière dont vous allez percevoir le chocolat, le gras, etc., ne va pas être de la même façon. Pourtant, on a exactement la même recette, simplement, on a du lait, de la crème, et c'est la manière dont les ingrédients vont faire en sorte qu'il va faire différence. C'est-à-dire, par exemple, pour le lait, on va sentir davantage le cacao en bouche. C'est-à-dire comme s'il y avait de la poudre de cacao. Alors qu'avec la crème, on sentira le côté crémeux et le côté chocolaté va ressortir peut-être un peu moins fort, mais il va être très crémeux et on n'aura pas ce côté cacaoté. Et en fait, ça, c'est dû à la structure du produit qui va influencer la texture. Parce que dans le lait, il y a moins de gras et donc les particules de cacao sec vont être moins en suspension et donc vont tendance à aller vers le fond et donc donner ce côté qui est plus cacaoté, alors que dans la crème, la matière grasse va favoriser la suspension du cacao. Mais alors moi, quand j'entends ça, je me dis que vu le nombre de possibilités, je sais pas combien de temps vous avez mis pour faire tous les essais et toutes les analyses, etc. Mais il y a dû en avoir des ganaches à goûter là. Oui, je pense qu'il y a eu des kilos et des kilos de chocolat qui sont passés, puisque ça fait presque 2 ans et demi qu'on est dessus. Mais à un moment donné, vous savez, c'est qu'on finit par avoir des guides. On sait que, par exemple, dans telle direction, on va avoir plus ou moins de tests à faire. Dans d'autres, on aura peut-être moins parce qu'on a déjà une idée de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'on est obligé souvent de goûter, de regoûter, parce qu'il y a des choses qui se produisent qu'on ne s'y attend pas. Et c'est toujours des surprises. C'est ça qui est merveilleux dans l'analyse de toute cette chimie et cette technologie qu'il y a à étudier. Alors, je vais rebondir et je vais juste dire par rapport à la quantité de tests qu'on a pu faire. On a eu une grosse quantité aussi parce que quand on fait une recherche, c'est pas simplement répondre à une question, c'est déjà se poser la bonne question. Et on a fait beaucoup de tests parce qu'on a essayé de se poser les bonnes questions. Des fois, on s'est posé des questions qui nous amenaient à un mur, d'autres qui nous amenaient à une porte qu'il fallait ouvrir. Et donc, on a fait beaucoup de tests parce qu'il fallait penser à toutes les façons de ne pas faire une ganache correctement, finalement. C'est un peu comme créer l'ampoule, c'était un peu ça. Donc, autre chose, c'était aussi le fait que c'est un livre qu'on a fait de manière autonome, avec notre propre financement. Et donc, on a mis à peu près, donc depuis 2016, démarré tout ça, parce que c'était assez long, parce qu'il fallait trouver finalement tous les centres scientifiques, les microscopes, définir la manière de pouvoir simplement voir le produit au microscope, chose qui n'est pas vraiment déterminée, parce que c'est toute une technique pour voir une ganache au microscope. Donc on a eu beaucoup de choses à élaborer et imaginer pour réaliser, finalement avoir des résultats probants. Et en plus, il fallait, vu que personne peut nous aider,
comment interpréter les résultats. Oui, c'est vrai. Donc on a eu beaucoup de travail. Vous avez notamment, on lit ça au début, travaillé avec un chercheur de l'Institut de physiologie des plantes. C'est ça, à Moscou, qui finalement est rentré dans l'aventure, après on lui a expliqué où on en était, et finalement qui a donné beaucoup de son temps, beaucoup de son expérience, parce qu'il a créé des procédures pour finalement voir les différents éléments structurels de la ganache, et on lui doit beaucoup, parce qu'il nous a donné un grand coup de main. Je crois qu'il y a plus d'une année, il a travaillé dessus avec nous. Parce que c'est la chose la plus difficile, c'est qu'une fois qu'on a eu les images au microscope, c'est d'essayer de les comprendre et de les interpréter. Alors ça, c'est complexe parce que c'est pas notre bagage. Et je pense qu'on a pris plusieurs mois d'essayer de nous faire, qu'on nous explique, qu'on essaye de comprendre, de voir, pour arriver à avoir une interprétation de ce qui se voyait, etc. Et effectivement, que le chercheur en question nous a guidés, parce que bon, lui, il nous a permis de mettre en lumière certaines choses, de la manière de fonctionner, la manière dont il a fait les analyses, etc. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident, et donc nous avons été après avoir beaucoup analysé, nous sommes arrivés aux interprétations qu'on donne dans le livre. Et pourtant, donc, en vous entendant, on comprend bien que c'était un peu un parcours dans l'inconnu et dans la recherche scientifique la plus pure. Pourtant, quand on lit le livre, vous avez réussi une fois que vous avez su interpréter, à retranscrire ça de manière lisible. Bon, on va pas mentir, ce livre, il est quand même adressé aux professionnels, il est très technique. Y a des schémas, les molécules, Moi, je suis pas scientifique, mais j'ai compris parce que vous avez réussi à écrire ça quand même dans un langage lisible pour qui s'intéresse au sujet de manière assidue. Oui, alors en fait, c'est ça, c'est parce que comme on n'est pas scientifique, on a essayé de faire de manière, disons, plus technologique, d'expliquer comment mettre les choses en perspective pour que tout le monde puisse le comprendre. Et en fait, c'est le but du travail qu'on a fait, et c'est un peu le but du travail que je fais aussi, c'est-à-dire que c'est de la technologie. Donc la technologie doit être abordable pour tous, et on ne fait pas en fait un travail scientifique à proprement dit. On se sert de la science pour arriver à des explications technologiques. Tiens, d'ailleurs, vous partez du postulat, c'est une citation du livre, « La pâtisserie est mathématique ». Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, parce qu'en fait, depuis le début, en fait, j'essaye de montrer que tout peut être calculé et analysé. Et donc, j'ai comme ça créé un premier logiciel qui était pour les glaces, pour les mousses, et même pour certaines pâtes, où finalement, il y a vraiment, on pourrait déterminer une règle mathématique si on veut. Je prends un exemple facile, c'est les biscuits, les sablés, tout ce qui est sablé, pâte sucrée. À partir d'une recette, il serait possible d'avoir une formule qui permet de déterminer toutes les pâtes, tous les sablés, types de pâte à tarte qu'il y a en pâtisserie, uniquement par une formule qui permettrait de faire varier tous les ingrédients et les faire modifier et sortir toutes les recettes. C'est pour cela que moi je suis parti sur les principes qu'on n'a pas besoin de recettes, en fait on peut les écrire comme un musicien écrit sa musique. Donc moi quand on me demande une recette, je n'ouvre jamais un livre, je l'écris. Donc redonner aux artisans les clés, c'est ça aussi. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, à propos de redonner un peu aux artisans les clés, on voit que quand même dans votre livre, en préface un peu, vous avez eu des petits mots de certains chefs, et pas n'importe qui, hein. Pour en citer quelques-uns, il y a Angelo Musa de mémoire, Arnaud Larreur, Christophe Morel, et pour ne citer que, il y en a eu plusieurs. Donc on voit quand même que des pâtissiers qui ont pignon sur rue, qui vendent des produits qui ont l'habitude de travailler la matière, du coup ont soutenu le projet. Alors je ne sais pas à quel moment, si c'était lors du cheminement que vous leur avez proposé le projet et qu'ils se sont intéressés, ou alors si c'est vraiment vos résultats qui les ont intéressés, mais on voit que vraiment des professionnels reconnus, du coup, s'ils ont accepté d'apparaître dans le livre, c'est qu'il y a un vrai soutien et une reconnaissance quand même, j'imagine, de ces professionnels pour les recherches que vous avez faites. Alors déjà, ce sont des personnes qui sont déjà pointues eux-mêmes dans leur métier, et pour être pointus comme ils le sont pendant des années, c'est des gens qui sont toujours à la recherche finalement, ils sont toujours en recherche d'idées, de développement, donc c'est des gens qui sont assez ouverts en général sur tout ce genre de sujet. On leur a pas apporté le sujet comme ça du jour au lendemain, c'était des conversations qu'on a eues aussi avec eux pendant plusieurs années, et qu'ils ont suivi un petit peu le projet un petit peu de loin jusqu'à qu'on a commencé à avoir de vrais résultats.
qu'on a pu essayer de leur expliquer. Et puis, suite, on leur a envoyé bien sûr le livre avant édition pour qu'ils puissent le lire, voire même argumenter, à donner leur point de vue, etc. Finalement, on n'a pas eu de retour négatif. Ils attendent maintenant que la suite. Parce que on vient juste finalement d'ouvrir une porte encore, et on a encore beaucoup de choses à écrire là-dessus. Bon, la oui. suite, c'est quoi la suite? On espère aussi qu'il y aura une suite à ça. Et est-ce qu'on peut avoir des idées, des prémices un peu de ce qui peut être fait avec toutes ces déductions et tous ces résultats de recherche? Alors, comme je vous l'ai dit, le produit de base, le chocolatier est enfermé avec une certaine quantité de matière grasse et une certaine quantité de matière de sucre. Et ça, il peut pas se libérer de ça, donc il est obligé d'utiliser des sucres alternatifs pour essayer de désucrer ses ganaches. Et lier l'eau qui est contenue dedans, il est obligé d'utiliser des matières grasses comme le beurre de façon à déstructurer finalement la texture du beurre de cacao, ça s'appelle euthétique, phénomène euthétique, qui va faire que le beurre de cacao soit plus mou. Donc on va rajouter du sucre, on va rajouter de la matière grasse, et donc on va diminuer la quantité de matière sèche, donc le cacao, voilà le produit qui nous intéresse vraiment dans un bonbon. Et donc on est enfermé et emprisonné à cause de ces données-là. Et l'avenir, c'est que finalement, de sortir finalement un chocolat qui pourrait être intéressant dans le chocolatier, dans le sens où lui-même pourra choisir ses propres sucres qu'il va mettre finalement dans son ganache et ses propres matières grasses avant, dans la formulation, sans en avoir finalement de trop. Parce que je vous rappelle qu'un chocolat à 70%, d'origine Cuba, il a 30% de sucre. Quand on va rajouter de l'eau, encore des sucres, encore de la matière grasse, on se retrouve avec un produit qui contient peut-être 15-20% de matière chocolat. Et donc le goût du chocolat 70%, il est dilué dans la ganache. Donc on n'a pas les mêmes émotions que si on goûtait la tablette de chocolat 70%. Le travail que nous on a fait, c'est que maintenant on peut goûter une ganache à 70%. Waouh. Ok, bah c'est... Donc retrouver les arômes de la tablette dans une ganache. Franchement, là moi comme ça je dis oui tout de suite. Hein. Ah ouais, on signe. Où est-ce qu'on signe? On veut la suite. Mais ah ouais, non, franchement très intéressant. Je pense que honnêtement c'est une vraie belle découverte. En tout cas nous, bon alors, on n'est pas non plus très très pointu sur le chocolat ni l'un ni l'autre, mais pour le coup, quand on a on a feuilleté un peu ce livre, franchement on a quand même découvert plein de choses. Et puis mine de rien, il y a quand même des petits chapitres, même si c'est très technique, des petites parties qui sont hyper ludiques, comme par exemple il y a un moment où vous expliquez pourquoi par exemple la matière grasse d'un chocolat lorsqu'on l'émulsionne se sépare, etc. Enfin, il y a vraiment, en fait, vous expliquez plein de process, finalement, du travail du chocolat. Et honnêtement... Et je tiens juste à dire, je rajoute que on a dit plusieurs fois que c'était très technique, mais l'ouvrage est tout de même très bien illustré, avec des photos très agréables et de qualité, et surtout du graphisme aussi qui permet de bien visualiser les choses. Oui, je pense que ça c'est très important. En fait, c'est très important qu'il y ait certaines notions de base que le pâtissier, le chocolatier ou le glacier, en fait, dans ces professions, connaissent. C'est-à-dire que ça soit l'émulsion et qu'ils comprennent ce qui se produit. En fait, comme je dis souvent, toutes ces pâtes, toutes ces crèmes, etc., sont un jeu de construction. C'est comme un Lego. Et donc, il faut bien comprendre comment chacune des pièces s'emboîte. Qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse bien s'emboîter? Qu'est-ce qui fait que ça va déterminer que ça va marcher ou ça va pas marcher? Et ces points qui sont un peu de la chimie sont nécessaires à comprendre, sans aller au fond, mais comprendre ce que c'est une émulsion, comprendre ce que c'est une suspension, comprendre ce qui absorbe l'eau, etc. Tous ces points-là, une fois qu'on les a bien compris, il est plus facile ensuite de s'imaginer comment va être la structure d'un produit. Ouais, et puis comment inventer. Oui, exactement. C'est ça, parce qu'on s'est retrouvé avec une grosse quantité d'informations et on a essayé de le rendre le plus pédagogique possible. On a une solution, donc c'est le point B, mais les gens ils sont au point A, il faut les amener du point A au point B jusqu'à qu'ils arrivent à comprendre notre logique. Et donc c'est pour ça que le livre fait à peu près 250 pages. Mais c'est très digeste. Enfin, je tenais juste à le préciser parce que on a beaucoup parlé de l'aspect scientifique et technique, mais en effet ça se lit très bien. C'est bien illustré. Et en effet, il y a un vrai aspect ludique et pédagogique. Donc ça, on sent que ça devait être plutôt ta partie, Wilfried, vu que tu as quand même l'habitude de transmettre. C'était une écriture à quatre mains. À quatre mains. Vous oui, avez de bien toute fait façon, ça. c'est la maison d'édition Berifa, donc vous transmettez, toi Berry, peut-être plutôt d'habitude par voie écrite,
Et voilà, et Wilfried en contact direct avec les élèves et les artisans. Donc ça se nourrit d'ailleurs de choses différentes, puisque, comme tu disais au moment de la rencontre, tu as des questions qui t'ont été de nombreuses fois posées, et donc tu peux aussi mettre le doigt sur ah tiens, là, il y a peut-être un manque, ou il y a quelque chose à creuser. Tandis que Berry, toi, tu as eu plus l'habitude d'aller vraiment au fond des choses, comme la voix écrite le permet. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui a permis de nous compléter aussi. Parce qu'on avait une vision, façon de voir les choses différentes. Et puis Wilfried est aussi dans la pratique. Il est au contact de ce qui se produit, etc. Donc on pouvait, comme ça, jouer sur nos deux façons de fonctionner. En fait. Et d'ailleurs, ça se voit dans cet enregistrement qui se fait, comme vous l'aurez compris, à distance, et donc avec des webcams, et on voit Wilfried et Berry qui se donnent la parole par webcam interposée. Du coup, on adore, on voit qu'il y a des sujets où c'est plutôt l'un qui va répondre et plutôt l'autre. Mais on voit vraiment que vous avez chacun votre vision des choses, et ça, je pense qu'en effet, ça se ressent dans le livre, et c'est très intéressant parce que du coup, ça fait que vous couvrez le sujet encore plus vastement avec vos regards à chacun. Moi, j'ai une petite question peut-être... Vas-y. Peut-être, Wilfried, tu me dis si c'est adapté ou pas, mais donc on a compris que tu travaillais avec Barry Kaibo et que vous allez probablement sortir des produits alternatif. C'est un autre combat que le côté un peu scientifique. C'est essayer de faire... il faut bien comprendre que le marché du chocolat est assez limité. Il y a que, on va dire, 5 grosses compagnies dans le monde qui fabriquent du chocolat. Puis après, il y a donc tous les artisans chocolatiers qui font du chocolat craft. L'avenir, ou en tout cas le combat qu'on a maintenant, c'est essayer de pouvoir faire sortir un chocolat pensé pour les chocolatiers et pas par les couverturiers, pour essayer d'avoir un produit qui puisse finalement leur correspondre. C'est une belle mission. Alors je rajouterais juste qu'on est parti sur la ganache, on démarre le livre par la ganache et on finit le livre par la pâtisserie. Oui, c'est vrai qu'il y a des recettes. Parce qu'en fait, finalement, la ganache, c'est un produit de base qui est pas que pour la chocolaterie, mais finalement qui est le même principe pour les glaces, les mousses ou d'autres, les crèmes ou d'autres produits. Et donc finalement, le travail qu'on a mené finalement amène à pouvoir avoir de nouvelles idées et nouvelles réflexions aussi sur les mousses, les ganaches et les crèmes. Comment avoir une bonne crème bien chocolatier, sans amertume, sans trop de sucre, qui pourrait se conserver un peu plus longtemps, etc. Et donc ça, c'est toute une démarche qu'on a menée et qu'on doit encore développer. Ouais, non, mais c'est une jolie mission aussi, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'on va faire plutôt la fin du livre, et en effet, on parle des crèmes, etc. Il y a même des petites recettes en fin de livre pour concrétiser un peu toutes ces pages qu'on a pu lire pour en apprendre un peu plus sur le chocolat en général. Et ma foi, moi ce que je peux dire, c'est que là on approche des fêtes de Noël. Franchement, c'est un beau cadeau. Si vous voulez que votre chocolatier préféré s'améliore encore et vous fasse des chocolats encore plus pointus, offrez-lui ce joli livre, il en apprendra à coup sûr. C'est un beau cadeau pour ces fêtes de fin d'année. C'est sûr et certain que vous allez apprendre des choses. Berry a quelque chose à dire. Oui, pour le chocolat et pour la pâtisserie, etc., le chocolat est quelque chose de très mystérieux. Même si on le connaît bien, on sait exactement de quoi il s'agit, mais quand on le rentre dans une crème, dans une pâte, dans une glace, etc., là, il se passe plein de choses qui se produisent, que ce soit au niveau de la structure, du goût, etc. Et je pense qu'il n'a pas encore tout révélé, qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre et à savoir sur le chocolat dans ces produits-là. Mais l'exploration de ce qu'on croit déjà connaître, c'est la seule vraie. Oui. Donc voilà, et donc je pense que là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais déjà beaucoup d'intérêt là-dessus, mais qu'il y a encore à exploiter, etc. Ouais, il y a plein de choses à en retirer, ça c'est sûr et certain. Est-ce que vous vous souvenez des premiers chocolats que vous avez goûtés ? C'est un peu une de nos questions rituelles, retravailler rien que pour vous. Voilà. Votre premier chocolat ? Votre premier souvenir chocolaté ? Moi, je pense le moment le plus émotionnel qu'on a pu avoir un jour en travaillant, c'était maintenant il y a 2 ans, en 2018. C'était au mois de décembre, c'était fin décembre, où on a pu finalement passer de la ganache traditionnelle à la ganache moderne. Et on a eu finalement, je me rappelle encore,
On avait fait toute une journée de tests, on le faisait à distance. Il faut savoir que pour lui, on a à peu près 9 heures de décalage horaire. Donc on faisait la nuit. Mais comment vous faisiez ? Je faisais la nuit pour moi en Russie. Vous faisiez vos tests en même temps ? C'est-à-dire qu'il y avait Wilfried travaillait parfois la nuit. C'est ça. Et donc, moi, je rejoignais la nuit sur Internet, ou inversement, j'étais la nuit et lui était le matin en train de travailler. Mais vous faisiez les mêmes procédés en même temps pour pouvoir goûter la même chose ? Alors, il y a pour certaines choses, oui, il y a certaines choses, non, mais on a appris à essayer de voir, de goûter, de faire des productions similaires pour goûter ensemble et pour voir comment on réagissait chacun de nous. Et ensuite, je faisais confiance à Wilfried. Bien sûr, ouais. D'accord, ma foi. Et donc, Et du coup, ce fameux jour au mois de décembre, on a réessayé de faire émulsionner donc une liqueur de chocolat. Donc c'est du chocolat qui ne contient pas de sucre et qui est donc non conché, qui est normalement difficile à pouvoir manger, c'est 100%. Les arômes du chocolat n'y sont pas encore parce qu'il n'a pas été conché, il n'y a pas de sucre, etc. Et normalement c'est impossible à pouvoir émulsionner jusqu'au jour où on avait fini la journée déjà tard, on était fatigué et Berry me dit tiens il faudra encore faire un test avant de partir. On fait le test et là ça a marché. Et on s'est retrouvé finalement à avoir compris le jour-là qu'est-ce qu'il fallait faire et dans quel axe il fallait aller. Et ça, c'était peut-être un de mes meilleurs souvenirs de travailler pendant ces 4 ans. Vous avez redécouvert le chocolat. Non mais on voit quand tu le racontes le côté illumination. Ouais, vraiment, on voit, ça se ressent très clairement ce que tu dis. Et toi, Berry, du coup, tu partages ce moment-là, un beau souvenir chocolaté aussi. Oui, mais disons que surtout le chocolat remonte à l'enfance, parce que j'ai un goût du gâteau au chocolat de ma grand-mère, et aussi le chocolat de Pâques qu'on achetait chez un chocolatier, et dont j'ai encore l'odeur et la perception du goût qui m'a jamais quitté. Waouh. Et donc, ce sont deux choses qui me sont restées toujours accrochées au niveau du chocolat, c'est cette odeur particulière et ce goût particulier aussi du gâteau. C'est un peu, en général, c'est vrai que quand on pose cette question à nos invités, souvent les petits souvenirs d'enfance comme ça très simples ressortent assez régulièrement. Et on a une deuxième petite question fétiche, un peu pour clore ce joli épisode, c'est Berry, toi, je sais pas depuis combien de temps t'es au Canada, si peut-être que depuis toujours, et Wilfried depuis une petite dizaine d'années, c'est ça Wilfried que t'es en Russie. Mais est-ce que vous pouvez nous partager des petites adresses, vos petites adresses un peu coup de cœur, où vous aimez sucré comme salé, tiens. Et puis oui Wilfried, on a une communauté un peu francophone qui nous écoute à Montréal, alors si t'as des petites adresses à Montréal, n'hésite pas. Pardon, Berry, oui. Excusez-moi, je m'en... Oui, bien entendu, à Montréal, y a les chocolats de Chloé. Que beaucoup connaissent au niveau de la pâtisserie de Patrice. J'ai toujours des problèmes avec les noms, etc. Patrice Demers. Oui, voilà, exactement. Vous pourrez retrouver de bons produits que pâtissier et chocolatier. Ah, super. Voilà. Et du coup, Wilfried, est-ce que toi, tes adresses un peu coup de cœur à Moscou ou alors peut-être quand tu reviens en France, où est-ce que t'aimes aller Alors, pour parler de la Russie, donc la Russie, c'est un marché assez jeune. Quand j'ai démarré là-bas, le monde du chocolat n'existait pas encore. On était sur les formations vraiment du tempérage, parce que c'était quelque chose qui était encore inconnu à ce moment-là. Une jeune génération de pâtissiers russes amoureux de ce métier et finalement, oui, il avait très peu d'endroits où pouvoir se former. On a pu travailler ensemble depuis toutes ces années et cette jeune génération arrive maintenant à créer des entreprises, a ouvert leur marché et le monde du chocolat se démocratise en Russie. Et donc, il y a je peux donner quelques noms de chocolatiers russes, mais qui vont pas encore vous parler, mais qui sont très populaires sur Instagram parce ils ont bien compris l'ère du numérique déjà il y a quelques années, avant certains professionnels français. Et donc comme Andrei Kanakin, qui est un des meilleurs chocolatiers, je trouve, en Russie. Et dernièrement, une belle surprise pour nous, parce qu'on n'a pas beaucoup de pâtissiers français en Russie. Nous avons Patrick Roger, qui a ouvert une boutique à C'est vrai. Tout à fait. et une très très belle boutique et un très très grand professionnel, un grand nom. Il en parle, on a enregistré un épisode avec lui, il parle justement de la maquette tout en chocolat qu'il avait fait pour cette fameuse boutique. Ouais, il a une vision aussi très très à lui du monde du chocolat et ça se ressent dans sa boutique, ça c'est sûr. dans ce qu'il fait.
Super. Bon, bah messieurs, on vous remercie. Merci à vous. C'était très très instructif. Et puis bah si vous voulez en savoir plus, évidemment, bah, vous pouvez vous procurer leur livre sur le site neocacao.com. Il y a toutes les informations. Et surtout, je C'est pas tiens à dire... neocacao.com, c'est neocacao.technologie. Tu fais bien de nous le dire. Tout à fait. Je tiens à dire que nos épisodes ont un format particulier, mais qu'on sent bien qu'on aurait pu en parler pendant encore 1 heure, 2 heures, voire même plus. Et c'est une surprise parce que sur le papier, le sujet de la ganache, on se dit bon bah... Et en la fait, ganache, c'est marrant, on connaît. Oui, la ganache, ok. Et en fait, déjà, ne serait-ce que commencer par cette distinction entre ganache pâtissière et ganache de chocolatier, c'est un bon début. Et après, on vous conseille juste d'aller feuilleter cet ouvrage parce que vous vous rendrez compte que les pistes sont encore inexplorées et bien multiples. On a hâte de voir la suite. Si vous voulez vraiment approfondir, bah vraiment, on vous invite à vous rapprocher pour vous procurer ce livre parce qu'il y a plein de choses à apprendre, ça c'est sûr. Mais sur ce, bah, on va dire du coup bonne fin de matinée à l'un et puis bonne fin de soirée à l'autre. Merci. Voilà. Et à vous, bonne soirée aussi. Bah, merci beaucoup. Et on a été ravis de cet échange. On suivra la suite avec attention. Ah ça, on va pas manquer ça. Avec plaisir. Au revoir. En espérant de pouvoir partager encore plus des échanges avec vous dans l'avenir. Ah bah ça avec plaisir. Bah oui. Et voilà, on espère que vous en aurez appris autant que nous et surtout que ça aura attisé votre curiosité. Pour l'assouvir, c'est très simple, vous pouvez ouvrir le livre de Néo Cacao et puis surtout, continuer à vous demander pourquoi vous faites les choses dans cet ordre, avec tel ingrédient, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire autrement, parce que c'est comme ça qu'on apprend et surtout c'est comme ça qu'on progresse. Et oui, et du coup, pourquoi pas aller sur le site de Néo Cacao pour avoir un maximum d'informations. neocacao.technologie, cette fois je ne me tromperai pas. Et sinon vous pouvez également nous suivre sur notre site internet l'enversdudessert.com où vous pouvez retrouver un tout nouvel article qui vient de sortir écrit par Léandre Vivier. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram, l'envers du dessert, l'envers-du-dessert. Et si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, voilà, qui nous ferait hyper plaisir. Et vous pouvez toujours vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour terminer, un grand merci à 12 qui nous fait la musique et le mixage de chaque épisode. Merci beaucoup et vous, on vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, à mercredi prochain.